La fin de Reactivity Transform sur Vue.js 3 et la version 2.1 de Astro. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 13 mars 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, on va parler de Reactivity Transform. Reactivity Transform, c'était une feature expérimentale de Vue.js 3 qui consistait en fait à se passer du point value donc dans l'écriture de la composition API. Donc par exemple ici, on avait un petit code avec, au lieu de mettre ref d'une valeur, et bien on mettait $ref, ce qui faisait en sorte que lorsqu'on utilisait cette variable de manière réactive, par exemple dans un console.log ou dans un count++ ici, et bien en fait on ne mettait pas le point value que l'on met toujours normalement lorsqu'on utilise une ref. Et en fait, du coup, il y avait tout un tas de méthodes qui existaient, comme donc $ref, $computed, $shadowref, $toRef, donc qui permettent de se passer de ce point value. Donc comment ça marche? Eh bien, ça marche en créant donc ces nouvelles macros. Donc là, vous voyez qu'en fait, c'est pas une fonction qu'on vient importer de Vue.js, c'est pas import $ref de Vue.js, c'est directement $ref parce que c'est une macro de Vue.js. Une macro, c'est une méthode qui est présente à la compilation. Donc en fait, c'est quand ce script-là, avec l'attribut setup, va être compilé, que l'on va prendre en compte certaines méthodes comme $ref ou comme defineProps ou defineEmits. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué, mais on ne va pas importer ces méthodes-là parce que justement ce sont des macros sous Vue.js. Donc l'API Reactivity Transform permettait justement d'ajouter des macros qui nous permettaient d'enlever le point value de nos variables réactives justement. Et ça permettait également d'autres choses comme de créer, de transformer des refs en ref sans le point value. Par exemple ici, si on utilise le composable useMouse qui permet d'avoir les coordonnées x et y de votre curseur, et bien en fait ça va automatiquement les transformer grâce à la fonction $ ici que l'on englobe dans useMouse. Ça va être transformé pour pas qu'on ait à utiliser le point value. Donc il y avait tout un tas de méthodes qui existaient afin de faire du destructuring, afin de gérer TypeScript par rapport à tout ça. Donc tout un tas de choses qui existaient par rapport à ça. Et maintenant, si on met à jour la documentation, on verra que cette expérimental feature est deprecated. Donc il n'est plus du tout conseillé d'utiliser parce qu'en fait elle va tout simplement être enlevée de Vue.js d'ici peu. Alors pourquoi Reactivity Transform n'est plus présent dans Vue.js 3 tout simplement? Déjà, la première raison, c'est que on nous dit que le point value, la perte du point value, faisait en sorte qu'il était difficile de savoir en fait quelle ligne était réactive ou non. Le fait d'avoir point value dans une variable, on savait directement que la variable en fait elle était réactive. Mais le fait qu'on ne l'ait plus, ça rend les choses plus compliquées au niveau de la compréhension de la réactivité dans notre script setup. La deuxième chose, c'est au niveau du switch, donc le fait de changer de contexte, en fait, le context shifting entre les différents components que vous aurez, parce que certains utilisent la Reactivity Transform et d'autres ne l'utilisent pas. Donc en fait, c'était encore plus compliqué de savoir où était la réactivité, parce que dans un single file component, vous allez utiliser la Reactivity Transform, et dans d'autres, vous n'allez pas l'utiliser. Dans certains components que vous allez extraire, que vous allez utiliser, mais qui sont externes à votre application, ça allait utiliser ou non le Reactivity Transform, donc il fallait oui ou non retransformer les variables en ref ou alors en ref sans le point value. Donc ça crée vraiment une sorte de dissonance, de décalage dans l'utilisation de la Composition API. Et donc toutes ces raisons-là au fait que la team de Vue.js, dans un consensus, c'est pas seulement le créateur de Vue.js qui a décidé ça, c'est vraiment un consensus de la team, qu'ils ont décidé donc de dropper, donc de ne plus faire cette RFC, ne plus faire cette experimental features, de ne pas aller plus loin, donc d'abandonner tout simplement le Reactivity Transform. Et donc, comment ça va se passer? À partir de la version 3.3 de Vue.js, la feature sera marquée comme deprecated. Donc, si jamais vous l'utilisez, on vous dira attention, cette feature-là va disparaître. Et après, à partir de la 3.4 de Vue.js, elle sera tout simplement enlevée de la codebase de Vue.js. Donc, vous ne pourrez plus l'utiliser. Si jamais vous l'utilisez déjà sur votre codebase et que vous y tenez, vous pouvez télécharger Vue Macro. Vue Macro, en fait, c'est un paquet externe donc à Vue.js et qui contient certaines features, notamment les features de Reactivity Transform justement. Donc, vous avez simplement à télécharger Vue Macro / Reactivity Transform, à le mettre dans votre configuration de Vite sous forme de plugin et ça y est, vous avez en fait toutes les macros de Reactivity Transform qui sont disponibles.
Voilà, si jamais vous ne connaissiez pas View Macro. Mais dans tous les cas, Reactivity Transform, eh bien, ce n'est plus là, donc paix à son âme. Ensuite, Astro 2.1, donc la version 2.1 de Astro, qui s'accompagne d'ailleurs d'un rebranding total. Le site web de Astro donc, a changé, leur logo a légèrement changé. Au niveau du site web ici, au niveau de la page d'accueil, bah voilà, ça a changé. On a toutes les grosses entreprises qui vont utiliser Astro et on a directement la comparaison par rapport au Lighthouse de Astro et des autres principaux frameworks qui existent actuellement. Donc on voit bien que Astro est bel et bien le plus performant parce que justement le but de Astro c'est de mettre en place le moins de JavaScript possible. Son but c'est d'avoir du 0JS, donc pas de JavaScript du tout dans le site web à la fin. Donc ça ne correspond pas forcément à tous les sites web, hein, attention, mais pour la plupart des sites web comme des blogs, des sites de marketing, des sites d'agence, de e-commerce, de portfolio, eh bien ça correspond assez bien d'avoir cette philosophie de 0JS puisque c'est des données qui ne vont pas forcément souvent changer, ou alors même si elles changent, eh bien, on n'a pas forcément de besoin de JS côté client. Donc forcément, ça permet des performances beaucoup mieux au niveau du front-end. Et donc la version 2.1, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'accompagne de l'optimisation des images directement en fait, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que eh bien, vous allez importer le component image de Astro Assets et vous allez afficher votre image avec ce component-là et votre image sera optimisée. Vous n'avez pas à préciser le format de l'image dans lequel vous voulez être optimisé, quoi que ce soit. Vous avez simplement à dire eh bien, éventuellement la quality, quelle qualité vous voulez garder, ici high, et donc forcément vous allez garder une qualité high, mais ça va quand même transformer votre image dans un format web qui est bien plus optimisé que le .png de base par exemple. Donc tout ça, ça permettra d'améliorer le CLS, donc le Cumulative Layout Shift, donc ce qui fait en sorte, c'est une métrique donc dans Lighthouse qui calcule le temps à partir duquel votre page devient, ça y est, fixe et qu'il n'y a pas des éléments qui bougent dès le départ, vous voyez, parce qu'ils se chargent, etc. Donc voilà, ça c'est la première mise à jour, ça va être automatiquement inclus. Et on a également maintenant l'intégration de MarkDoc. MarkDoc, c'est un peu comme Markdown ou MDX, mais en fait ça va plus loin. Et c'est une convention donc, de Markdown qui a été créée par Stripe et qui d'ailleurs régit toute la documentation de Stripe. Donc MarkDoc, c'est utilisé pour toute la documentation de Stripe. Donc ça prouve bien en fait que c'est une sorte de Markdown donc plus avancée, mais qui permet de gérer eh bien, des projets extrêmement gros. Donc, et des projets qui ont vraiment une problématique de scaling. Donc MarkDoc va pouvoir gérer tout ça. Et maintenant, eh bien, c'est inclus dans Astro. Vous pouvez l'ajouter à travers NPX Astro Add MarkDoc et vous aurez donc la gestion de cette convention directement de possible dans des fichiers MDoc. Ensuite, cette semaine, on va également parler de Jest 29.5 parce qu'en fait, on a une nouvelle option disponible dans eh bien, la ligne de commande qui est Randomize. Alors, Randomize, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en fait, il faut savoir que de base, sous Jest, quand on va exécuter des tests, ça va exécuter les tests d'un fichier un par un. Vous voyez, donc le premier test au dernier, tout simplement. Et donc, le ---- randomize, ça va faire en sorte que en fait, ça va randomiser, donc ça va prendre au hasard les tests qui vont être exécutés. Donc, ça ne va pas forcément exécuter le premier en premier, ça peut exécuter d'abord le troisième, puis le septième, puis le premier, etc. Ça va toujours tous les exécuter, mais dans un ordre eh bien, aléatoire. Et pourquoi faire ça? Parce qu'il est important de rappeler que sous les tests unitaires ou même les tests en général, il est important de garder eh bien, de l'indépendance. En fait, il faut que vos tests soient isolés, donc ils ne soient pas dépendants des autres, parce que sinon, eh bien, ça crée des problèmes de maintenabilité et même ça crée des problèmes au niveau de, eh bien, de la pertinence du test en lui-même. Et donc, pour prouver que vos tests sont bel et bien isolés, eh bien, cette option Randomize là est superbe parce qu'elle vous permet eh bien, de prouver que voilà, vos tests vont toujours marcher, même si eh bien, le test 3 est exécuté en premier et le test 1 est exécuté en dernier. Donc, c'est intéressant cette nouvelle option sur Jest et donc je voulais vous en parler. Enfin, l'article de la semaine cette semaine, c'est un article concernant le logger Pinot. Pinot, c'est un logger sous Node.js, donc c'est une librairie qui permet eh bien, d'avoir de meilleurs logs donc, au niveau eh bien, de votre console, tout simplement. C'est d'ailleurs la librairie qui est inclue en tant que loader par défaut du framework Fastify donc, sur Node.js. Et donc cet article-là, eh bien, il va vous expliquer comment utiliser Pinot, pourquoi utiliser Pinot, comment bien le mettre en place, est-ce que vous voulez garder eh bien, la syntaxe de base ou alors avoir le Pinot un peu plus pretty à travers Pinot Pretty qui permet d'avoir
tac, 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 qui permet d'avoir voilà, cette syntaxe-là au niveau de Pinot et comment gérer en fait le formatage de tout ça, plein de choses. Et donc j'ai trouvé cet article assez intéressant pour comprendre pourquoi Pinot était intéressant et comment on pouvait justement le manipuler. Et je pense que je vais essayer Pinot d'ici peu pour vraiment savoir s'il me convient au niveau du développement. Pour finir, puisqu'on a parlé de Vue.js 3, je tenais à vous parler donc d'un cours que j'ai créé, un cours de 3 heures concernant la Composition API et les Composables sous Vue.js 3. Donc en fait, si jamais vous ne connaissez pas trop la CAPI par rapport à l'Option API ou même que vous ne connaissez pas les Composables, eh bien ce cours-là va vous permettre de comprendre tout ça à 100%. Et donc vous allez pouvoir migrer tous vos components de l'Option API vers la Composition API et vous allez pouvoir comprendre pourquoi on crée des Composables et comment on les crée. Donc c'est vraiment un cours très complet là-dessus. On va partir de chaque méthode de la Composition API et en fait on va refactoriser ces méthodes-là qui sont équivalentes dans l'Option API vers la CAPI. Et on va même parler donc de l'utilisation recommandée à travers l'attribut setup, les props, les emits, etc. Et ensuite on parlera donc des composables avec la manière donc de les créer, d'en mettre plusieurs en même temps et même d'avoir des variables globales grâce aux composables. Voilà tout donc concernant ce petit cours là. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine, un bon codage et on se retrouve dès lundi prochain. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à ces actualités JS de la semaine. À très vite.